Bonsoir tout le monde, merci d'être venus nombreux à Lyon, on est très heureux d'être ici. Donc je m'appelle Thierry Soucard, tout à l'heure Michel a un peu éreinté les journalistes dont je fais partie. Et je vais essayer de vous montrer qu'on peut quand même, en étant journaliste, faire un travail de manière parfois fortuite d'ailleurs. Si je me réfère à mon cas personnel, pendant très longtemps, j'étais à Sciences et Avenir, journaliste dans le pool des journalistes scientifiques, et j'ai écrit pas mal de conneries pendant 3-4 ans, notamment dans le domaine qui était le mien, c'est-à-dire les liens entre alimentation et santé. J'ai écrit par exemple qu'il y avait un grave problème de déficit en calcium en France, que toutes les femmes manquaient de calcium, qu'à partir de 50 ans, il fallait vraiment manger beaucoup de calcium, c'est-à-dire beaucoup de produits laitiers, et que finalement, cette quantité de calcium qu'on avalait conditionnait non seulement la solidité des os, mais également le risque de fracture. Et puis, c'était quand même pas mal de... Donc, Michel a eu raison tout à l'heure de parler des journalistes qui écrivent un peu n'importe quoi. Disons qu'à l'époque, nous avions beaucoup de données et je crois que j'avais encore de la difficulté à voir la différence entre des études qui sont sponsorisées, qui sont payées, qui sont manipulées, qui sont présentées d'une certaine manière, et puis des travaux qui sont faits par des équipes de chercheurs indépendants avec des critères qui nous permettent de nous dire là on est en face de quelque chose qui est un petit peu plus sérieux, un petit peu plus solide. Et en 1997, j'ai eu une chance qui a vraiment marqué, je crois, un tournant dans ma manière de travailler et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai créé cette maison d'édition que vous connaissez peut-être, qui publie des livres qui sont un petit peu à contre-courant. Et vous allez voir que ce n'est pas une volonté d'être à contre-courant, c'est simplement qu'à partir du moment où vous n'êtes plus dans le système, comme le disait Michel, vous n'êtes plus dans ce sérail, vous n'êtes plus au contact de ces laboratoires, de cette industrie agroalimentaire, et vous travaillez avec des données scientifiques de manière psychorigide, comme il a dit, eh bien, petit à petit, vous vous mettez en décalage. Et au bout d'un moment, et aujourd'hui, lorsque je regarde la manière dont nous communiquons, le travail que nous faisons, le discours que nous avons, je vois à quel point nous continuons à être en permanence en décalage avec ce que vous pouvez entendre par ailleurs, lire dans les journaux, peut-être pas dans le Figaro Magazine, on a beaucoup tapé sur le Figaro Magazine, on va parler peut-être du Nouvel Observateur, ou de l'Express, ou les journaux télévisés. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes en permanence en décalage et à quel point c'est finalement quelque chose que nous cultivons, non pas par esprit de provocation, mais simplement parce que nous collons à la réalité des données scientifiques, nous essayons de coller à cette réalité-là et nous nous tenons à distance de tout ce qui pourrait venir polluer ce message-là. Et je vais vous donner un exemple très, très simple avant de vous parler de l'ostéoporose. Vous allez voir que tout à l'heure Michel a parlé du complot et Dieu sait si moi je ne professe pas cette idée que tout est complot. Mais alors, en ce qui concerne l'ostéoporose, vous avez entendu beaucoup de choses sur le cholestérol, mais là on va passer un seuil. Vous allez passer avec moi un seuil et vous allez voir à quel point nous avons été tous manipulés et de manière éhontée depuis 50 ans. Donc en 1997, pour revenir à mon histoire, je pars aux États-Unis rencontrer les chercheurs de l'école de santé publique de Harvard. Alors qu'est-ce que c'est que l'école de santé publique de Harvard ? C'est une équipe de chercheurs pluridisciplinaires, il y a des cliniciens, il y a des épidémiologistes. C'est la plus grosse unité de recherche en nutrition au monde et ils ont une grande chance, ils ont beaucoup d'argent. En tout cas à l'époque ils avaient beaucoup d'argent. Ils ont les moyens de faire des études, ils ont les moyens de suivre deux cohortes. Quand je dis cohorte, c'est un groupe de personnes. C'est d'une part des infirmières, il y en a 80 000 à peu près, et d'autre part des professionnels de santé, il y en a à peu près une quarantaine de mille. Alors, infirmières, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des femmes, tout simplement, qui dans les années 80 ont accepté de rentrer dans une étude
au terme de laquelle, régulièrement, elles renseignent sur leur mode de vie et elles ont des examens réguliers qui permettent de savoir quel est leur état de santé au fur et à mesure que les mois, les années, évidemment, passent. En général, ça ne va pas dans le bon sens. Et ces gens-là font des associations entre des données qu'ils ont recueillies. Je faisais beaucoup de sport ou je continue à faire beaucoup de sport. J'ai eu un infarctus, j'ai pas eu d'infarctus. Ces associations-là nous disent quelque chose. Ce n'est pas des éléments de preuve, mais nous disent quelque chose sur la relation entre le mode de vie et l'état de santé. Ça va, vous me suivez? On appelle ça des études prospectives. Donc il y a deux grandes études qui sont suivies à Harvard. Il y a une étude chez les hommes qui s'appelle l'étude des professionnels de santé parce que ce sont des médecins ou des kinés, des chirurgiens dentistes. Et puis la fameuse étude des infirmières. Et quand j'arrive à Boston, je suis accueilli par le patron de l'unité, qui est devenu un ami depuis, qui s'appelle Walter Willett, et avec qui je parle des sujets qui me paraissaient intéressants. Et l'un des sujets qui me paraissait d'ailleurs intéressant, c'était la relation entre le mode alimentaire, le mode d'alimentation et le risque de diabète. Parce qu'à l'époque, on disait que le risque de diabète, il venait surtout de la consommation de graisses saturées. Le vilain, pour reprendre la terminologie de Michel, c'était les graisses saturées, c'est-à-dire les graisses animales. On avait montré que ça faisait de la résistance à l'insuline. Et l'équipe de Harvard travaillait sur un tout autre thème de recherche qui est les glucides, le pain, les céréales du petit déjeuner, les viennoiseries, le sucre, etc. Et à l'époque, ça, les nutritionnistes ne voulaient vraiment pas en entendre parler. Et puis, au fur et à mesure que la discussion se poursuit, on en vient à parler des laitages, parce que je leur demande ce sur quoi ils sont en train de travailler. Et là, il me dit, on travaille sur la relation entre la consommation de laitage et le risque de fracture. Et nous étions partis avec un a priori, donc nous, j'ouvre les guillemets, Willett me dit, nous étions partis avec l'idée que plus on consomme de laitage, donc de calcium, vous savez qu'il y a beaucoup de calcium dans les laitages, moins il y a de fractures. Et on a voulu le vérifier sur notre cohorte des infirmières, nos fameuses 77 000 femmes qui sont là. Et je lui dis, qu'est-ce que vous avez trouvé? Et il me dit, voilà ce qu'on a trouvé. Donc je vais vous montrer ce qu'ils ont trouvé. Donc c'est une étude qui est publiée en 1997. Encore une fois, ce n'est pas une étude qui a valeur de preuve. On ne peut pas se baser là-dessus pour dire, voilà, on sait maintenant tout ce qui se passe sur la relation entre les fractures et la consommation de laitage. Mais lorsqu'ils font cette association entre les questionnaires alimentaires qu'ils ont administrés et le risque de fracture, ils demandent spécifiquement la quantité de laitage qui a été consommée par ces femmes-là. Et ce qu'ils trouvent, c'est que, vous voyez que le taux de fracture, pour les femmes qui consommaient un verre, l'équivalent d'un verre de lait maximum par semaine, est inférieur, de manière très significative, au taux de fracture du col du fémur, on est dans le col du fémur ici, chez les femmes qui consommaient 2 verres minimum par jour. Alors au début, ils se sont dit, il y a un truc qui ne va pas bien dans nos résultats, parce que ça c'est à contre-courant. En 97, c'est à contre-courant de tout ce qui est publié. Ils se disent, on a peut-être fait une erreur, on va refaire nos calculs. Donc ils refont tourner les ordinateurs de Harvard, et les ordinateurs, ils sont très entêtés, ils continuent à dire, voilà ce que nous trouvons. Et là, je vous mets de suite en garde sur une interprétation de ces données-là, parce que ça ne veut pas dire, encore une fois, ça n'est pas la preuve que si je consomme plus de lait, je vais avoir plus de fractures. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir dans cette barre rouge à droite des femmes à qui on a dit « Madame, attention, vous avez une densité osseuse qui est basse » et qui se sont mises à consommer beaucoup de laitage et qui vont faire une fracture malgré tout. Donc vous voyez, c'est avec beaucoup de précaution qu'il faut interpréter ces données-là. Mais ça a été le déclencheur, pour revenir à ma petite histoire, ça a été non seulement le déclencheur de travaux très importants qui ont été faits par cette équipe-là et par d'autres équipes aux États-Unis depuis 1997, dont je vais vous parler, je ne vais pas tout vous détailler, mais je vais vous parler un petit peu.
Et ça a été surtout un déclencheur pour ma manière de travailler et pour ma gouverne à moi. Parce que je me suis dit, si on a ce type de relation-là, avec toutes les précautions d'interprétation, on n'est quand même pas dans le schéma un petit peu disneyen auquel nous assistions à l'époque en tant que journalistes scientifiques, avec des médecins en blouse blanche qui venaient nous expliquer qu'il fallait consommer 3 à 4 laitages par jour pour prévenir les fractures. On est là dans quelque chose qui nous interpelle. Et ça a été un moment important parce que je me suis mis à rechercher de manière beaucoup plus active et en relation avec ces gens-là de Harvard, les données dont nous disposions à la fois sur le plan épidémiologique et sur le plan clinique. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est un peu plus ancien. Donc ça, ce n'est pas l'étude des 7 pays dont Michel a parlé, mais c'est un travail qui a été fait dans les années 90. On appelle ça des études écologiques. Donc c'est un peu ce qui avait été recherché avec les graisses saturées, le cholestérol, le taux d'infarctus. Sauf que là, ce qui a été recherché, vous le voyez, c'est Ca, ça veut dire calcium. Donc c'est la consommation, un abscisse ici, en milligrammes par jour de calcium, pays par pays. Et vous voyez que ça monte jusqu'au quasiment 1000, 1200, 1300 mg par jour dans ces pays comme la Nouvelle-Zélande, le Danemark, la Suède, la Norvège. Et ici, en ordonnée, vous avez le taux de fracture du cône du fémur chez les femmes. Et ça vient s'ajouter au dossier. Donc ça, ce sont des choses qu'on a commencé à exhumer dans les années 90, qui sont venues s'agréger à cette question-là qui nous taraudait, des relations entre alimentation et santé, notamment entre consommation de laitage, consommation de calcium et risque de fracture. Donc ça vous montre tout simplement qu'il y a une relation entre la consommation de calcium. Quand je dis calcium ici, pour les grandes quantités de calcium, on parle de laitage. Parce que lorsqu'on est à 1000, 1200 mg par jour, 1300, 1400, on est dans une thématique de consommation de laitage. Ce n'est pas l'alimentation courante qui apporte 1000, 1200, 1300, 1400 mg de calcium. Et là, vous voyez que la relation n'est pas tout à fait celle à laquelle on s'attendait. C'est-à-dire qu'on a une relation inverse et les pays dans lesquels on consomme le moins de calcium sont les pays qui ont le moins de fractures et les pays dans lesquels on consomme le plus de calcium sont les pays qui ont le plus de fractures. Alors l'OMS, en 1998, a fait une grande conférence là-dessus et a appelé ça le paradoxe du calcium. Le paradoxe du calcium, c'est comme le French paradox, c'est-à-dire en France, on a un cholestérol relativement élevé, mais un taux de mortalité cardiovasculaire qui est un des plus faibles en Europe. Eh bien, le paradoxe du calcium, ça veut dire simplement que nous avons là une relation un peu aberrante entre une consommation élevée de calcium et le risque de fracture. Donc le paradoxe du calcium, il a été repris en 2002, vous le voyez ici, sous une autre forme. Cette fois-ci, on ne parlait plus de calcium, mais on parlait de laitage, consommation de laitage en kilos par personne et par an. Et je vous ai pris quelques exemples. En Norvège, donc, on est dans des zones extrêmement importantes de consommation, en Finlande également, en Suède également. Et vous voyez que lorsqu'on va sur l'Asie, alors la situation est en train de changer en Asie. En Chine maintenant, il y a le jour du lait. On a les Chinois qui n'avaient pas de problème de fracture osseuse ont réalisé qu'ils ne consommaient pas de lait alors que les Occidentaux consomment beaucoup de laitage. Donc on a instauré un jour du lait. Il faut à tout prix que les Chinois rattrapent les Occidentaux sur le plan de la consommation, sur le plan des habitudes de consommation. Et au Nigeria, bon, j'ai pris le Nigeria, mais on a des études sur le Ghana par exemple, la quantité de calcium qui est consommée, elle est de l'ordre de 250 à 300 mg par jour. 250 à 300 mg par jour. Alors ça n'est qu'un élément qui est venu dans les années 90 questionner le type de relation entre consommation de laitage et taux de fracture.
Et la deuxième question qui s'imposait à nous et à laquelle on a amené une réponse, ça a été de se dire pour quelles raisons est-ce qu'on a ce type d'information? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type d'information? Sauf si, évidemment, si vous allez sur notre site ou si vous avez lu certains de mes livres. Mais ce type d'information n'est jamais médiatisé. Vous n'avez jamais vu à la télévision, dans les grandes émissions de santé dont Michel a parlé, ou avec des grands professeurs de médecine, vous dire finalement on a un petit problème avec nos recommandations en termes de calcium et de laitage. Et là on arrive au cœur quand même de la question qui a été abordée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe réellement pour qu'on fasse abstraction d'un certain nombre de données lorsqu'on fait de la communication auprès du public et qu'on fait des préconisations auprès du public. Alors je vais vous répondre de manière d'autant plus fraîche que à 14h, j'étais dans le studio de France Inter à Paris pour un débat sur les laitages avec une dame de l'agence de l'ANSES, qui est l'agence de l'alimentation. Donc ça, c'est le papier que j'avais sur ma table tout à l'heure. Il n'est pas sous forme de PowerPoint, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, je ne savais pas très bien comment la discussion allait tourner. Et moi, j'ajuste en fonction du niveau de missiles qui sont déployés. Donc j'avais un certain nombre de données sur la personne qui était en face de moi que je n'ai pas révélées à la radio. En revanche, ce que j'avais fait, c'était, et ça c'est... je l'avais fait de toute façon, j'avais ces données-là, mais ça me paraissait important de faire un petit travail de décompte, et vous allez comprendre très vite, des avis officiels qui ont été donnés depuis que cette agence existe, qui s'appelait l'AFSA autrefois, en termes de préconisation sur les besoins en calcium et en laitage. Donc je vais tous vous les donner et je vais vous les commenter si vous voulez bien. Donc le premier avis sur ce qu'on appelle les apports nutritionnels conseillés, c'est-à-dire la quantité de calcium que vous êtes censé consommer. Donc pour un adulte en France, c'est 900 mg. Pour les adolescents, c'est 1200 mg. Et si vous avez plus de 50 ans, c'est 1200 mg par jour. Donc voilà ce qu'on vous demande de consommer. 900 mg, 1200, 900 et 1200. Donc cet avis sur les ANC, il est pris par l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, en 2000. Il y a une personne qui fait cet avis. C'est-à-dire qu'on charge un scientifique de rédiger l'avis des besoins en calcium de la population. Cette personne, à l'époque, elle travaille pour l'Institut Candia. Cette information ne figure pas dans l'avis lorsqu'il est publié en 2001. Si vous n'allez pas demander ce que nous avons fait avec Isabelle Robard en 2004 pour notre livre « Santé, mensonges et propagande », si vous n'allez pas demander à l'AFSA sa déclaration d'intérêt, vous ne savez pas que cette personne travaille pour Candia. Nous avons donc demandé les déclarations d'intérêt de tous les membres du comité de nutrition humaine de l'AFSA. Il nous a fallu à peu près 6 mois pour les obtenir et on nous a demandé pourquoi on voulait ces déclarations d'intérêt. Aujourd'hui, elles sont en ligne. Mais à l'époque, il fallait vraiment les demander. Et donc l'AFSA était extrêmement surprise qu'on puisse s'intéresser aux relations qu'il y a entre des personnes qui sont chargés de faire des avis officiels et des industriels. Aujourd'hui, ça paraît presque naturel. Tout le monde se dit, finalement, oui, il faut savoir. Eh bien non, à l'époque, ça n'était pas. Donc en 2000, Monsieur G fait les préconisations que vous connaissez et vous explique, quand vous lisez l'avis, que ce sont des préconisations relativement élevées et que si vous ne consommez pas de laitage, c'est quand même assez difficile d'arriver à ces niveaux de consommation. À la même époque, en 2000, il y a à l'AFSA, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, un directeur scientifique. Ce monsieur P, on va l'appeler, après vous pouvez vous amuser à rechercher, il n'est pas lyonnais, hein. Mais les lyonnais, je vais y venir. Monsieur P, il n'est pas chez Candia, il est chez Danone.
il est directeur scientifique de l'AFSA. À la même époque, vous avez un truc qui s'appelle le Programme National Nutrition Santé. Est-ce que vous connaissez ça? Alors, un truc très très bien. Donc, à la même époque, le directeur du Programme National Nutrition Santé, lui, à l'époque, il est chez Candia. Il est conseil scientifique de Candia. Maintenant, il est chez Danone. Au moment où je vous parle, il est chez Danone. Il est passé de chez Candia à chez Danone. Monsieur H, pour ceux qui veulent s'amuser tout à l'heure. En 2009, l'AFSA, donc j'ai pris tous les avis de l'AFSA qui concernent les laitages et le calcium. En 2009, l'AFSA fait un avis sur l'efficacité et l'innocuité des régimes sans gluten et sans caséine dans l'autisme. Alors pourquoi ils font un avis là-dessus? Simplement parce qu'ils se sont aperçus que les parents d'enfants autistes commencent à se poser la question de savoir si finalement des aliments comme le blé qui contiennent du gluten, vous savez, cet ensemble de protéines, et les laitages contiennent d'autres types de protéines, hein, la caséine, ce qu'on appelle le petit lait aussi, si ces protéines-là ne jouent pas un rôle dans l'apparition de la maladie de leur enfant. Et il y a des études qui sont plutôt encourageantes. Ce n'est pas des grandes études, c'est sur des petites cohortes, c'est sur quelques dizaines d'enfants, mais on voit une amélioration de ces enfants lorsqu'on leur enlève les laitages et le gluten. Et là, attention, là vous êtes en train de toucher à deux piliers de l'agriculture française. Donc là, il faut tirer des signaux d'alarme. Donc, l'AFSA sort du bois et fait un avis pour dire voilà ce que nous pensons, nous l'AFSA, de ces régimes-là. Alors, je vous résume l'avis, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Ça ne sert à rien, et puis c'est dangereux. Ça ne sert à rien de ne pas donner des laitages et du gluten, et puis c'est dangereux parce que vous allez manquer de calcium. On en revient à notre avis de 2000. Alors, cet avis, il est fait par un petit groupe de personnes. Le président du groupe qui fait l'avis, Monsieur B, c'est un nouveau celui-là, hein, vous ne le connaissez pas encore. Monsieur B, il est payé par un groupement de producteurs de lait qui s'appelle Saint-Diffray, à l'époque. Il n'y a pas, dans l'avis, une mention de cette relation entre le président du groupe de travail et cet industriel-là. Et il y a 3 membres du groupe de travail qui, eux, travaillent soit pour Nestlé, soit pour Danone, soit pour Candia. En 2012, vous voyez, c'est récent, l'AFSA fait un avis sur les liens entre facteurs de croissance, consommation de lait et produits laitiers et cancer. On est en mai 2012. Alors pourquoi il faut un avis là-dessus? Il faut un avis parce qu'il y a un livre qui est sorti avec une couverture jaune qui s'appelle « Lait, mensonges et propagande ». Et dans ce bouquin, il est dit qu'il y a un problème entre la consommation de laitage et un facteur de croissance qu'on appelle l'IGF-1. L'IGF-1, si vous voulez, c'est le bras armé de l'hormone de croissance. C'est une espèce d'accélérateur cellulaire. Donc, on sait à l'époque, et c'est confirmé aujourd'hui, que lorsque vous consommez des laitages, dès le premier verre de lait d'ailleurs, vous augmentez votre taux plasmatique d'IGF-1. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais on sait par ailleurs, et des chercheurs qui travaillent là-dessus, qu'il y a une relation assez étroite entre des taux élevés de ce facteur de croissance et le risque de certains cancers. Pas tous les cancers, mais certains cancers. Donc, moi, dans mon bouquin, je rends compte de ces travaux-là. L'Association Famille de France saisit l'AFSA pour savoir ce qu'il en est réellement de ces facteurs de croissance du lait. Et là, on arrive à quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'il y a à peu près 22 personnes dans le comité d'expertise de nutrition humaine de l'AFSA en 2012. 22. Et ils décident de choisir 10 personnes pour faire un avis sur ce fameux IGF-1 dans le lait. Et là, ils ont beaucoup de mal. Ils sont obligés d'écarter 11 membres sur les 22 de l'avis sur les laitages, parce qu'ils travaillent tous pour l'industrie laitière. Donc dans le comité de nutrition humaine de l'AFSA,
la moitié travaille pour l'industrie laitière. Il y en a 8 qui siègent à l'Institut Danone. Donc on leur dit, messieurs, vous ne pouvez pas vous exprimer sur ce sujet. Ils ont enregistré le fait qu'il y a maintenant des gens qui sont très attentifs, comme nous, à la composition de ce type de groupe de travail. Donc il en reste 10. Le problème, c'est que sur les 10, il y en a 7 qui sont toujours liés à l'industrie laitière, mais de manière un petit peu moins évidente, un petit peu moins flagrante. Donc on va les laisser s'exprimer, cela. Mais si on avait dû appliquer stricto sensu les règles d'impartialité des experts, il n'y avait plus personne pour faire un avis sur les laitages en 2012 dans le comité de nutrition humaine. Donc ils vont quand même réussir à faire une espèce de bouillie qu'on a beaucoup de mal à interpréter. Et nous voilà en 2013. En février 2013, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, on a parlé des laits végétaux, des laits de soja qui sont donnés aux enfants et que c'est extrêmement dangereux de donner des laits végétaux aux nourrissons. Alors ça, c'est pas mal aussi, parce que quand vous prenez cet avis-là, il vous dit, si vous avez un enfant en bas âge, un nourrisson, ne donnez pas le lait de soja, vous savez qu'on achète au supermarché. Alors vous allez me dire, pour qu'il y ait un avis de ce type-là, pour mettre en garde les parents sur le lait de soja, il faut que ce soit un vrai problème de santé publique. Ils ont du mal à trouver 3 cas, dans les 10 dernières années, de parents qui ont donné des jus végétaux à des enfants avec des conséquences sur la santé. Il faut un avis. Alors, d'où vient cet avis? Cet avis, il est lancé par 3 pédiatres de la Société française de nutrition, qui est une société savante de médecins payés par l'industrie laitière, entre autres, et l'industrie pharmaceutique de l'autre côté. Parmi les 3, il y en a 2 qui travaillent directement pour l'industrie laitière. Et le vice-président du groupe de travail qui veut rendre cet avis travaille lui aussi pour l'industrie laitière. Donc on est toujours dans l'industrie laitière. Cet après-midi, j'ai dit à la radio, il n'y a pas un avis de l'AFSA qui n'est pas entaché d'un problème de conflit d'intérêts sur l'industrie laitière, mais on pourrait prendre l'exemple de l'industrie céréalière ou autre. Et cet avis-là, quand vous le lisez, il faut vraiment que vous le lisiez parce que vous vous rendez compte que on met en garde les parents contre la consommation le fait de donner des jus végétaux aux enfants, mais on ne les met pas en garde contre le fait de donner du lait de vache aux enfants. Je parle du lait que vous achetez aussi au supermarché, dont vous arrosez vos cornflakes ou votre porridge. Or, on a au moins les mêmes problèmes avec le lait de vache chez un enfant en bas âge qu'avec du jus de soja ou du lait d'amande. Et puis, ça continue. Alors je ne peux peut-être pas passer 2 heures là-dessus, je vais vous parler d'ostéoporose, mais je voulais quand même vous laisser avec quelque chose qui est assez hallucinant. Parce que la dame en face de qui j'étais ce matin disait, on fait des préconisations en nombre de laitages par jour, nombre de portions de laitage par jour, mais bon, finalement, ce qu'elle disait en substance, c'est que chacun était libre de les suivre ou de ne pas les suivre, de s'adapter, adapter le type de laitage, les portions, etc. Et moi, je lui ai dit, ça va bien au-delà de la préconisation. On est dans le domaine de l'obligation. Et là, elle était assise en face de moi, et puis elle a fait un air un petit peu surpris. Donc, je lui ai expliqué pourquoi on était dans le domaine de l'obligation. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui sont scolarisés, qui prennent leur repas à la cantine. Eh bien, vous savez, ou vous ne savez pas, qu'il y a un truc qui s'appelle le groupe d'études des marchés de restauration collective et de nutrition, qui dépend de plusieurs ministères, dont le ministère de l'Agriculture. Ce machin a pris des dispositions de manière contraignante pour s'assurer que quand vos enfants vont à la cantine, ils ont tel type d'aliment qui leur est servi. Et le type d'aliment qui a fait l'objet de la plus grande attention des gens de ce groupe-là, c'est les laitages. Donc je vais vous dire ce qui est dans ce document-là. Ça veut dire que là, on n'est plus dans la préconisation. On est dans l'obligation de servir des laitages à des enfants.
Si vous avez un enfant qui est à l'école au petit déjeuner, un laitage. Si vous avez un enfant qui prend sa collation le matin, un laitage. C'est le même, hein? Ça peut être le même. Si vous avez un enfant qui prend son repas principal, le déjeuner, à l'école, au lycée, au collège, fromage ou laitage, là vous avez le choix. Pour la collation, un laitage. Et au dîner, un laitage. Voilà ce qui figure, voilà ce qui est servi de manière contraignante et obligatoire par toutes les collectivités. Et ça s'applique non seulement aux enfants, mais ça s'applique aussi aux personnes âgées. Les personnes âgées aussi, elles doivent bouffer des laitages. Sous le prétexte que, de cette manière-là, on va prévenir les fractures du col du fémur. Alors maintenant, je vais vous parler, maintenant que je vous ai mis un peu en appétit, je vais vous parler de l'ostéoporose. Alors pourquoi j'écris, je viens d'écrire un livre là, qui s'appelle Le mythe de l'ostéoporose. Je voulais vous dire pourquoi j'ai écrit ce bouquin. J'écris ce livre parce que je me suis demandé en fait d'où venait le coup. C'est-à-dire à quel moment on a commencé à nous dire on a une maladie à traiter et on va la traiter de telle ou telle manière. Donc les manières, vous les connaissez, c'est essentiellement la prise de médicaments. Les principaux médicaments qui sont donnés dans l'ostéoporose, c'est les bisphosphonates, ça s'appelle bisphosphonates, et la consommation de laitage. Les laitages, on en a parlé, je vous montrerai tout à l'heure, si on a le temps, d'autres études. Donc le point de départ, c'était ça. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est face, alors je crois qu'on est au-delà du complot en fait. On est dans quelque chose d'assez incroyable. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. Qui est raconté dans le livre, je vais vous le résumer. Dans les années 60, vous avez une industrie, qui est l'industrie pharmaceutique, qui s'est mise en tête de faire rajeunir les femmes. Ils ont des hormones, ils ont une hormone, ils ont des estrogènes, et ils vendent cette hormone avec le message suivant: Madame, si vous avez 50 ans, ne dites pas adieu à votre jeunesse, prenez des hormones, et votre vie va changer. Et vous faites reculer les effets du temps. Et ça dure pendant une quinzaine d'années. Surtout aux États-Unis, mais également en France. Et en 1975, il y a une étude majeure qui sort dans le New England Journal of Medicine qui montre que les femmes qui ont pris ces hormones, elles ont plus de cancer, beaucoup plus de cancer, que celles qui n'en ont pas pris. Et là, ce marché, cette poule aux œufs d'or, il y avait un laboratoire qui régnait sur ce marché-là, cette poule aux œufs d'or s'effondre totalement. Il n'y a plus de marché. Les femmes ne veulent plus consommer des hormones. Et là, l'industrie laitière va avoir une idée de génie. Deux idées de génie. L'industrie pharmaceutique, pardon. La première idée, c'est de dire, on a fait une boulette. On a donné un seul type d'hormone, on aurait dû donner la progestérone avec. Et ils font des expériences sur des animaux et ils montrent que quand ils donnent la progestérone avec les œstrogènes, finalement, ce qu'on voyait qui était un peu choquant, ça n'apparaît plus. Donc on peut maintenant donner œstrogène, progestérone. Ça va s'appeler le THS, le traitement hormonal substitutif. Le problème, c'est que les femmes, de nouveau, elles sont peut-être prêtes à tendre l'oreille, mais elles n'ont plus envie d'entendre « Madame, à 50 ans, jeunesse éternelle, vous allez repousser les effets du temps, vous allez séduire de nouveau votre mari, etc. » Elles ne veulent plus entendre ça. Et là, il y a une agence de com qui va passer au crible le type de pathologie, entre guillemets, ou de trouble qui pourrait être sensible aux hormones. Si vous voulez, on prend les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on n'a pas identifié une maladie, on a des produits, on a des hormones, et on cherche une idée pour les vendre. Et là, il y a un gars dans cette agence qui a une idée de génie qui tombe sur l'ostéoporose. En 1975, l'ostéoporose, c'est simplement, médicalement, le vieillissement de l'os. Ce n'est pas une maladie.
On perd de l'os en prenant de l'âge, de la même manière qu'on perd de la masse musculaire. On ne vous traite pas pour la masse musculaire que vous avez perdue. On ne vous donne pas des médicaments pour ça. Pas encore. La testo, voilà. Et ils vont créer les conditions d'une maladie. C'est-à-dire transformer l'ostéoporose, facteur de fragilité osseuse, en maladie. Qui dit maladie, ça veut dire que vous avez les médicaments, évidemment, mais il y a aussi le dépistage. Quand vous avez une maladie, il faut bien qu'on puisse la dépister. Et là, coïncidence formidable, il y a un gars qui s'appelle Richard Mazès, donc tout ça est raconté dans mon livre. Lui, il met au point des ostéodensitomètres. Pourquoi il met au point des ostéodensitomètres? Parce que pour la recherche fondamentale, on essaie à l'époque d'examiner ou d'évaluer le contenu en calcium du squelette. On essaie de faire des calculs, de regarder comment ça évolue. Donc lui, son business, c'est de vendre des machines très très chères, il n'en fait pas beaucoup dans l'année, qui font de l'ostéodensitométrie, c'est-à-dire qui, grâce au rayon X, évaluent la teneur en calcium de l'os. Et il a eu lui aussi une idée de génie, puisqu'il y a une maladie qui est en train de se créer, il fait des études chez le rat, et il montre chez le rat que lorsqu'on fait une évaluation du contenu minéral osseux, ce qu'on appelle le CMO, on a une association entre cette quantité de calcium osseux, de minéral osseux, et un risque de fracture. Donc lorsqu'on fait des torsions sur les membres des rats, ça casse un petit peu plus lorsque leur contenu minéral osseux est plus bas. Et il va vendre cette idée aux autorités américaines. Il va vendre cette idée au NIH, à la FDA, et il y a un congrès qui va se créer, qui va se monter dans les années 80, où là on a une maladie, nouvelle maladie, l'ostéoporose, et on a des médicaments, puisqu'on a le THS, et on a un examen. Alors c'est un examen qui porte pas, qui ne va pas prédire le risque de fracture. C'est un peu comme quand on vous mesure le cholestérol. C'est des marqueurs intermédiaires, c'est une espèce de truc, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire à 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Et sur cette base-là, on va monter en épingle l'ostéoporose, la densitométrie osseuse et le traitement par médicament. Et à ce moment-là, on est au milieu des années 80, voilà notre industrie laitière qui est là. L'industrie laitière, elle est en perte de vitesse. Elle vend des produits qui sont pleins de graisses saturées. Personne n'en veut. Enfin, pas beaucoup de gens en veulent. Il y a Ansel Keys qui est passé par là, qui nous a dit que, attention, graisse saturée, infarctus. Donc, c'est vraiment, ils ont vraiment beaucoup de soucis à l'époque. Début des années 80, milieu des années 80. Et là, miracle, l'industrie laitière s'aperçoit que lorsqu'on donne des laitages, on fait monter la densité minérale osseuse. Donc, on n'a même plus besoin de prouver qu'on va réduire le risque de fracture en donnant des laitages ou des médicaments. Il suffit de se focaliser sur cette variation de densité minérale osseuse. Et là, c'est un marché énorme qui va commencer à exister. Et là où je parlais de complot, c'est, et je raconte tout ça dans le livre, c'est qu'il va falloir une deuxième étincelle pour allumer tout ça, pour que se répande sur la planète entière le fait de demander aux femmes de 50 ans d'aller se faire dépister à l'hôpital ou en densitométrie. Et il y a deux choses qui vont se passer. La première, c'est qu'aux États-Unis, on a un laboratoire qui s'appelle Merck. Merck, ils ont imaginé une nouvelle famille de médicaments qu'ils appellent ils arrivent avec un membre d'une famille des médicaments, ça s'appelle les bisphosphonates, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce sont des médicaments qui ont été mis au point par Henkel, le fabricant de lessive. Non mais tout ça est authentique. Le fabricant de lessive qui travaille sur les lessives anti-redéposition de Coluche. Il travaille sur des molécules qui empêchent la saleté de se redéposer dans le linge. Et ils sont aperçus qu'il y a une classe de médicaments, avec des phosphates dedans, qui font ce travail-là.
Et dans le même temps, il y a un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques qui cherchent à mettre au point des dentifrices qui régénèrent l'émail, la qualité dentaire, et qui cherchent là également à ralentir les processus de destruction de la matrice osseuse, qui sont notamment dans les dents. Et ils vont avoir l'idée d'utiliser les enzymes anti-redisposition, enfin les trucs anti-redisposition de Henkel, pour les tester sur l'os. Et ils s'aperçoivent à ce moment-là que lorsque on applique ces molécules, l'os se met en sommeil. Vous savez que l'os, c'est un tissu vivant. Il y a de l'os qui est détruit par des cellules spécialisées qui s'appellent les ostéoclastes. Et vous avez des cellules spécialisées qui, derrière, reconstruisent l'os, ça s'appelle les ostéoblastes. Et lorsqu'on donne ces molécules-là, ce processus se met à l'arrêt. Et ça intéresse l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Puisque le critère, c'est d'augmenter la densité osseuse. À partir du moment où vous ralentissez les processus de destruction, vous augmentez artificiellement la teneur en minéral de l'os. Or, comme ils sont tous à la recherche de ce type de résultat, c'est-à-dire augmenter la densité minérale osseuse, ils vont tous se précipiter sur les bisphosphonate. Donc Merck, à ce moment-là, a un médicament qui s'appelle Fosamax. Vous connaissez ? Fosamax, ça ne se vend pas. Ils viennent d'avoir une AMM, on est en 1995, ça ne se vend pas du tout. Ils ne vendent rien. Le patron de Merck va aller voir une agence de marketing, vous voyez, tout est dans le marketing, et va lui demander une idée géniale pour lancer le marché. Alors pourquoi ça ne se vend pas ? Il y a une raison à ça, c'est qu'il y a très peu d'ostéodensitomètres aux États-Unis. Il faut faire parfois 50, 100 km pour aller se faire une ostéodensitométrie, ça coûte cher. Donc les médecins ne prescrivent pas. Mais si les médecins ne prescrivent pas l'ostéodensitométrie, il n'y a pas de critères pour prescrire le médicament. Donc il n'y a pas de marché pour le médicament. Donc Merck va avoir une idée de génie, c'est qu'ils vont faire trois choses. La première chose, ils vont racheter une société qui fait des ostéodensitomètres et ils vont diviser les prix par 10. Ils ont calculé qu'ils pouvaient perdre des centaines de millions de dollars dans la société qui fait les ostéodensitomètres, de manière à équiper tous les cabinets médicaux d'ostéodensitomètres portables. Comme ça, vous allez consulter votre médecin pour le cholestérol, et votre médecin va vous dire « Ah ben madame, vous avez 50 ans, on va quand même regarder ce qui se passe au niveau du poignet. » La deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils créent un institut bidon. Donc je raconte tout ça dans le livre. Donc ils créent un institut bidon, l'institut de l'os, qui va faire des communiqués de presse et expliquer à quel point c'est important de se préoccuper de sa densité osseuse. Et dans cet institut, il y a un bureau et une chaise. Il n'y a personne. Et il y a juste des médecins complaisants qui ont accepté de siéger dans l'institut. Et cet institut va faire beaucoup de bruit. Mais comme ça ne suffit pas, ils vont créer une revue scientifique bidon. Et la revue scientifique bidon, évidemment, publie des papiers, des articles scientifiques à la gloire des médicaments vendus par Merck. Donc ça se passe aux États-Unis. Et dans le même temps en Europe, et on finira là cette petite histoire, c'est pour vous montrer à quel point on est allé très loin. Il y a un monsieur qui s'appelle John Canis, qui est en activité, qui est à Londres, qui est devenu le pape de l'os au niveau européen. Ce monsieur, il travaille pour une dizaine de laboratoires pharmaceutiques. C'est un type probablement compétent, mais qui travaille vraiment pour l'industrie pharmaceutique. Ce type-là, il est en relation avec l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire que l'OMS lui a délégué une partie des travaux sur l'épidémiologie des fractures du col du fémur. Donc c'est une espèce d'unité de contact de l'OMS, unité de relais de l'OMS. Il va persuader l'OMS de monter une conférence avec 15 chercheurs
venant du monde entier, qui vont dire ce qu'il convient aujourd'hui de faire. Donc on est en 92, ça se passe à Rome, en été, qui vont donner les règles de l'art, en quelque sorte, pour ce qui est de l'ostéodensitométrie, du traitement de l'os, etc. Lorsqu'on regarde la composition de ce groupe-là, on s'aperçoit que sur les 15, il y a 2 secrétaires qui prennent des notes. Il y en a 13, tous liés à l'industrie pharmaceutique, tous travaillant pour l'industrie pharmaceutique, mais le meeting de l'OMS de Rome est payé par 3 laboratoires pharmaceutiques qui sont dans la vente de médicaments d'ostéoporose. C'est-à-dire que tout le meeting est payé par l'industrie pharmaceutique. Et ce meeting va avoir une importance très grande, je vais vous le montrer ici. Ce meeting va décider, à partir des ostéodensitométries, à quel niveau on va commencer à traiter. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'ostéoporose? Il y a une dame qui est à ce meeting, qui travaille aussi pour l'industrie, qui s'appelle Madame Tosteson. Elle est anglaise. Et à peu près une quinzaine d'années après, elle va raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Et elle explique qu'ils ne savaient pas où placer la limite à partir de laquelle on était malade, on avait une ostéoporose. Personne ne le savait. Ils tournaient comme des lions en cage. Et à un moment, parce que ça faisait 3 jours qu'ils discutaient, qu'il faisait chaud, que tout le monde en avait marre, il y en a un, elle ne sait plus lequel, qui s'est levé et a dit ben, on n'a qu'à faire ça. Donc ça veut dire que quand vous allez faire une ostéodensitométrie, je vais vous montrer ce que c'est. Si votre T-score, c'est-à-dire votre position en termes de densité osseuse par rapport à la densité osseuse d'une jeune femme, si votre T-score se situe à ce niveau-là, donc ça c'est calculé en fonction des écarts types, vous êtes ostéoporotique. Mais ils auraient pu tracer la ligne ici ou là, personne ne sait pourquoi ça a été fait là. Et une fois qu'ils ont tracé cette ligne-là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait des femmes, puisque c'était surtout ça leur principale préoccupation, qu'est-ce qu'on fait des femmes qui ne sont pas vraiment normales, mais qui ne sont pas vraiment ostéoporotiques? Alors ils ont inventé un mot, ça s'appelle l'ostéopénie, vous manquez un peu d'os, on ne sait pas très bien, ce n'est pas une maladie, mais vous n'êtes pas vraiment en bonne santé, on ne sait pas. Et ils se sont dit, on va faire ça, et ça, bon, on ne va pas traiter ça, on ne va pas proposer de traiter ça, de donner des médicaments, mais ça servira à l'épidémiologie. Alors ça n'a pas servi à l'épidémiologie, ça a servi à traiter, je vais vous le montrer de suite. Voilà, donc ça c'est un vrai examen. Hein. Et vous voyez ici, votre T-score ici, pour le col du fémur. Alors le Z-score, en fait, ça permet de situer la densité osseuse de la femme par rapport à sa classe d'âge. Le T-score, c'est par rapport aux jeunes femmes. Mais ils utilisent essentiellement le T-score. Et donc vous voyez ici le résultat. Donc on n'est pas à moins 2,5, hein, on est à moins 2,3. Donc on est dans cette fameuse zone grise. Et ici, cette dame, on lui dit, donc ça c'est un examen qui a eu lieu, vous voyez, qui a eu lieu pour l'écriture du livre, hein, ça date de juillet 2012, ça a été fait au CHU de Nîmes. Vous voyez ici, classification AMS, ostéopénie, risque fracturaire augmenté. Donc ce critère-là, qui devait servir uniquement à de l'épidémiologie, devient, dans l'esprit de la patiente déjà, quelque chose qui est une anomalie qui doit être traitée, et dans l'esprit du médecin, évidemment, également une anomalie qui doit être traitée. Donc voilà de quelle manière a été créé cette coalition entre les intérêts privés et la maladie qui représente l'ostéoporose. Et alors je vous avais promis de vous parler des Lyonnais. Il se trouve que, c'est comme ça, hein, les maîtres d'œuvre de cette opération en France étaient lyonnais, enfin sont lyonnais. Il y en a un qui est décédé, et il y en a un autre qui est toujours en activité ici.
qui est le grand pape de l'os en France. Donc lui, il a travaillé pour Servier, il a travaillé pour tout le monde. Alors lui, il a créé une association qui s'appelle l'EFO, EFFO, qui c'est la Fondation européenne pour l'ostéoporose. Ça a été créé en 1987, financé par, alors c'est dommage, je n'ai pas mes médias, mais financé par 12 laboratoires pharmaceutiques, tous dans le domaine de l'ostéoporose. Et cette EFO est devenue aujourd'hui, avec une organisation américaine, un truc énorme qui s'appelle, en anglais, International Osteoporosis Foundation, la Fondation internationale de l'ostéoporose. Elle a pignon sur rue, c'est-à-dire que ces gens-là qui sont tous liés à l'industrie donnent des préconisations qui sont reprises à l'échelon, c'est un peu ce que Michel disait, à l'échelon national en termes de remboursement de l'ostéodensitométrie. Par exemple, l'ostéodensitométrie est remboursée parce que ces associations ont fait un forcing d'enfer pour élargir au maximum le dosage des minéraux de l'os. Alors en fait, bon, je vais essayer de conclure assez rapidement. Tout ça pour vous dire que l'ostéodensitométrie osseuse ne prédit pas le risque de fracture individuelle. Ça ne sert à rien d'aller faire une ostéodensitométrie osseuse. On le sait depuis 20 ans. Et on continue à faire des ostéodensitométries. Ça n'a pas de valeur prédictive à l'échelon individuel, pour des tas de raisons. La première, c'est que les appareils ne mesurent pas de manière très fiable ce contenu minéral osseux. La deuxième, c'est que vous pouvez avoir des os extrêmement minéralisés et très fragiles. Si vous prenez les Suédoises dont on parlait tout à l'heure, elles ont les os les plus lourds de la planète. Elles ont aussi les os les plus fragiles. C'est le record, vous l'avez vu, de fracture du col du fémur. Tout simplement parce que ce qui fait la résistance de l'os, ça n'est pas sa teneur en minéraux. C'est la qualité du collagène. Parce que le collagène, c'est ce qui est le support. Les minéraux viennent se reposer sur une trame de collagène dans l'os. Ce collagène-là, c'est ce qui donne de la souplesse à l'os. Et quand vous exercez une torsion ou une chute sur l'os, ce qui va faire la résistance de l'os, c'est le collagène. Et plus vous allez minéraliser l'os, effectivement, vous allez sortir des densités minérales osseuses ici qui vont être très élevées, mais vous avez aussi le risque de rigidifier toute l'armature osseuse. Et on va le voir très rapidement, puisque le Fosamax de Merck, le médicament roi des bisphosphonates qui est donné à toutes les femmes, qui était donné parfois pendant 6, 7, 8 ans, on sait aujourd'hui qu'il provoque des fractures, non pas du col du fémur, qui est ici, mais du fémur. C'est-à-dire l'os le plus solide du squelette. Et on pense que c'est parce qu'en ralentissant tous ces mécanismes de renouvellement osseux, on a une rigidification du fémur. Et ce fémur, maintenant la littérature est très très riche là-dessus, à tel point que la FDA vient de demander aux médecins de ne pas prescrire ce médicament plus de 3 ans. Donc on a ici un facteur de fragilité avec des médicaments qui sont censés prévenir ça, qui ne préviennent pas d'ailleurs. Les résultats sont absolument calamiteux quand vous regardez avec le recul qu'on a. Bon, tout ça est bien décrit dans le livre. Et vous avez ici un risque de fracture du fémur, pas du col du fémur. Donc, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que l'ostéodensitométrie osseuse, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, qui ne sert à rien, qu'il est inutile d'aller passer. Il y a maintenant des questionnaires que vous pouvez trouver sur Internet, qui ont été mis au point notamment par l'OMS, mais de manière un petit peu plus transparente. Donc ce sont simplement des questionnaires sur vos habitudes de vie. Et c'est en ça que nos deux présentations se rejoignent. L'ostéoporose, je ne devrais pas dire l'ostéoporose, mais les fractures, elles sont liées au mode de vie. On est exactement dans des pathologies du mode de vie. Et par un certain nombre de questions qu'on peut vous poser, on peut savoir si vous avez un risque plus élevé de faire une fracture. Vous n'avez pas besoin d'aller passer une ostéodensitométrie.
Quelles sont ces questions? C'est des antécédents de fracture, c'est le tabagisme, c'est le diabète, par exemple. Le diabète, c'est un facteur de fragilité osseuse. Mais ce dont je me suis aperçu en écrivant le livre, c'est que finalement, même moi, en écrivant Les mensonges et propagandes, je me suis fait rouler dans la farine. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes dans l'ostéoporose, nous sommes dans un schéma de fragilité osseuse. Fragilité osseuse. Mais quand vous regardez, donc j'essaie d'être très clair là-dessus dans mon dernier livre, quand vous regardez ce qui fait qu'une femme ou un homme se casse un os, un col du fémur, dans 90% des cas, ce n'est pas l'ostéoporose qui est en cause, mais c'est aussi bête que ça. C'est la chute. C'est la chute. C'est que les femmes tombent et les personnes âgées tombent. Et pourquoi les personnes âgées tombent? Elles tombent parce qu'elles n'ont pas de réserve musculaire dont parlait Michel tout à l'heure. Elles tombent parce qu'elles ont moins d'équilibre. Elles tombent parce qu'elles prennent des médicaments dont on parlait tout à l'heure, des anxiolytiques, des médicaments de la sphère neuroleptique, des bêta-bloquants. Elles tombent parce qu'elles ont une multitude de facteurs. Elles tombent parce qu'elles ne marchent pas bien et qu'elles se prennent les pieds dans le fil chez elles. Et il y a maintenant un nombre considérable de chercheurs qui disent il faut arrêter avec l'ostéoporose, il faut arrêter d'essayer de traiter un truc virtuel qui ne va pas faire baisser la fréquence des fractures, et il faut se concentrer sur ce qui fait les fractures, c'est-à-dire essentiellement les chutes et accessoirement le mode de vie. Effectivement, il vaut mieux avoir, quand on tombe, avoir des os moins poreux. Et donc vous voyez à quel point on est passé d'un discours, et c'est pour ça que je dis que en écrivant des mensonges et propagandes, moi-même je me suis fait rouler dans la farine, c'est-à-dire je me suis battu sur cette idée d'ostéoporose maladie. Et en fait, on est à côté de la plaque. On n'est pas dans la nécessité d'aller trouver des médicaments ou des traitements, notamment avec le calcium laitier, pour prévenir l'ostéoporose maladie ou pour la contrer, pour la neutraliser. On n'y arrive pas, ça ne marche pas. J'ai des dizaines d'études, là, je ne vais pas vous les montrer, qui sont des études épidémiologiques, des études d'intervention. On a 7 méta-analyses aujourd'hui sur les laitages et sur les médicaments. On a 7 méta-analyses sur le calcium également. Le calcium, est-ce qu'il y a des gens qui prennent du calcium ici? Des comprimés de calcium? Des comprimés de calcium que le médecin vous prescrit parce que vous... Voilà. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas, ça ne marche pas. On le sait, on a toutes les preuves aujourd'hui. Et ça augmente le risque d'infarctus. Ça augmente le risque d'infarctus. Donc il faut arrêter avec cette fixette, cette focalisation sur la nécessité de traiter cette pseudo-pathologie et se concentrer sur le mode de vie. Parce que quand vous allez faire du bien à votre cœur en adoptant des mesures telles qu'elles sont décrites par Michel, c'est-à-dire sur le plan nutritionnel, sur le plan de l'exercice physique, notamment des exercices physiques avec un impact. Faites de la musculation, mesdames. Quand vous allez adopter ce type de mode de vie, non seulement vous protégez votre cœur, mais vous protégez tout le reste. Vous protégez votre pancréas, vous protégez, vous favorisez une meilleure sensibilité à l'insuline, donc vous vous mettez à l'écart du risque de diabète. Probablement, vous vous faites du bien au niveau de la sphère cérébrale, sur le plan de la prévention, notamment des maladies neurodégénératives, notamment si vous buvez un petit peu de vin. Et vous vous mettez également à l'abri de ce type de problème, parce que, et le sevrage des médicaments, parce que là, on a des choses toutes bêtes, et on n'est pas dans le laitage, on n'est pas en train d'essayer de trouver des aliments magiques ou des médicaments magiques. Je vais juste vous donner un truc tout simple. La danse. La danse, ils ont montré que des femmes à tous âges, 50, 60, 70 ans, à qui on fait faire de la danse, eh bien non seulement elles se musclent, et si elles se musclent, elles vont avoir moins de risques de chuter, et si elles chutent, ça sera beaucoup moins grave, mais en plus, elles regagnent de l'équilibre. Elles regagnent de l'équilibre. Donc dans tous les foyers,
de personnes âgées, on devrait sortir les personnes et les faire danser. Et faire danser les femmes. Et les faire danser à poil à midi, en été, parce que c'est là que on fait de la vitamine D. Et c'est pas à 4h ou à 5h de l'après-midi où il y a plus d'UVA que du VD. Donc il y a plein de choses comme ça qui nous continuent à nous passionner, qui nous continuent à nous amener à être, et j'essaie de recoller avec ce que je disais tout à l'heure au début, à être sur la brèche, à être en décalage avec évidemment des recommandations qui vous disent attention, pas de vin, attention, ne vous mettez pas au soleil, mangez vos 3 à 4 laitages, prenez vos médicaments. On n'est pas dans ce registre-là. Je pense qu'on n'y retournera plus jamais. On a fait une rupture. Alors on s'est bien retrouvés tous. Michel est là, mais il y en a d'autres. On s'est retrouvés, on s'est reconnus, je pense, dans notre manière d'appréhender les données scientifiques. On n'est pas en train de sortir des études du chapeau. On n'est pas en train d'essayer d'imaginer des choses abracadabrantesques. On est dans la lecture quasi religieuse des données scientifiques et dans cette remise en cause permanente, mais on n'est définitivement pas dans les groupes de pression, on n'est définitivement pas dans ce que je vous décrivais tout à l'heure de l'AFSA. On n'est pas là-dedans. Personne n'ira de mon équipe et de mes auteurs se retrouver dans ce type de piège dont vous ressortez pieds et poings liés, avec la nécessité de dire comme tout le monde vos 3 à 4 laitages par jour. Voilà, je vous remercie.